Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Expert en géopolitique, conseiller politique à Washington, cofondateur de Morocco World News, écrivain, Samer Bennis est notre invité ce soir. Dans son dernier ouvrage, Samer Bennis réexamine le conflit du Sahara en remettant en question les récits dominants. Donc Samer Bennis, dans cet ouvrage, défend la légitimité de la position marocaine tout en mettant en lumière des motivations idéologiques et opportunistes de certains observateurs universitaires et journalistes qui ont biaisé le discours donc, et l'histoire au niveau international. Monsieur Samer Bennis, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir donc de vous avoir avec nous. Donc cet ouvrage, on va en parler ce soir. Comment vous est venue l'idée de l'écrire ? Bon, moi, en fait, ça fait maintenant pratiquement 20 ans que je travaille sur la question du Sahara parce que le conflit a fait partie de ma thèse de doctorat quand j'étais en France, quand j'ai fait une thèse sur les relations entre le Maroc et l'Espagne. Donc j'avais consacré un chapitre à ce conflit et depuis, j'avais toujours cette idée de défendre le Maroc parce que j'avais toujours la conviction que la position du Maroc était toujours solide d'un point de vue légal et historique. Et le destin a fait que 2 ans après ma thèse, je me suis retrouvé à New York, à l'ONU. Et là, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. J'ai commencé à fréquenter des journalistes, des universitaires, des diplomates de différentes nationalités. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait vraiment un parti pris très flagrant contre le Maroc. Et là, j'ai commencé à vraiment percevoir que les idées que j'avais n'étaient pas partagées par les gens que je fréquentais. Et plus je lisais des ouvrages écrits par des Américains ou des Français ou des Espagnols et les journaux, plus je me rendais compte que vraiment le Maroc était mal représenté et toujours représenté comme un bourreau. Et étant marocain, étant convaincu de la solidité de la position du Maroc, j'avais toujours un sentiment de frustration, de tristesse et je peux dire de rage. Et c'est ce sentiment de rage qui m'a poussé, étant à l'ONU, même si je travaillais à temps plein, je me suis lancé d'abord, j'ai décidé avec mon frère en 2011 de lancer un média en anglais pour défendre la cause du Sahara. Et à partir de ce moment-là, l'idée m'est venue qu'un jour je devrais vraiment écrire un livre exhaustif, basé sur une approche holistique pour défendre, mettre en perspective les arguments solides du Maroc, mettre en lumière la vacuité de la position des adversaires du Maroc et surtout remettre la pendule à l'heure et montrer que le Maroc, la position du Maroc depuis le départ a toujours été basée sur des arguments solides, aussi bien d'un point de vue juridique que historique. Une envie donc de se réapproprier un petit peu notre histoire et le narratif au niveau international pour en tout cas remettre les pendules à l'heure. Absolument. Nous allons en venir à ce titre que vous avez choisi, l'illusion de l'autodétermination, comment les universitaires et les journalistes activistes ont détourné la question du Sahara. Pourquoi ce titre ? Vous savez, quand on lit les journaux occidentaux, que ce soit en Espagne, en France ou aux États-Unis, il y a toujours cette insistance de la part de certains auteurs, certains journalistes, sur le fait que la question du Sahara est un sujet dont la résolution devrait passer absolument par un processus d'autodétermination devant conduire à l'indépendance. Donc, et bien sûr, pour tout connaisseur des rouages de l'ONU, tout connaisseur du droit international, cette analyse est biaisée et aussi trompeuse. Parce que selon le droit international, selon la résolution 1541 de 1960 et celle de la résolution 2625 de 1970, l'autodétermination pourrait être obtenue à travers l'association, l'intégration avec un État existant, soit ou l'indépendance. Or, les défenseurs des Polisario
se base toujours sur l'avis consultatif de la Cour de justice internationale de 1975. Or, cet avis était un avis consultatif. Il n'était ni contraignant et il ne s'agissait pas d'une décision ni d'une résolution. Mais le problème, c'est que ces gens voyaient que maintenant, le conflit a commencé à évoluer en faveur du Maroc au sein du Conseil de sécurité et ils essaient toujours de ressasser l'idée que l'avis consultatif reste toujours le cadre légal qui devrait régir toute résolution du conflit. Donc le but de cet avis cet ouvrage... qui est aujourd'hui favorable pour le Maroc, il faut le rappeler. Non, là, moi ce que je montre dans le livre, c'est que cet avis n'est plus pertinent pour la résolution du conflit. Pourquoi? Parce que le conflit a subi 3 évolutions depuis 1957. Et là, si vous pouvez me permettre, je pourrais expliquer les évolutions pour que les choses soient claires. Au début du conflit entre 1957 et 1965, pour les Nations Unies, le conflit, il s'agissait d'un conflit bilatéral entre l'Espagne d'une part et le Maroc et la Mauritanie d'autre part. Mais à partir de juin 1966, quand le Maroc a demandé à l'Assemblée générale de mettre la pression sur l'Espagne pour qu'elle permette aux populations du Sahara d'avoir le droit d'autodétermination, le conflit d'un point de vue légal a changé en défaveur du Maroc. Il n'était plus dans le cadre bilatéral, il est devenu dans le cadre multilatéral. Donc c'est à l'Assemblée générale qu'il incombait de permettre aux parties de résoudre le conflit. Et à partir de 1966 jusqu'en 2003, l'option référendaire était encore une option solide, pertinente pour la résolution du conflit. Mais à partir de 2003, après l'échec du plan de règlement de 1991 et le plan de Belgrade de 2001-2003, le Conseil de sécurité, qui est devenu depuis 1990 le seul organe de l'ONU en charge du conflit, a complètement enterré l'option du référendum. Et à partir de ce moment-là jusqu'à maintenant, l'évolution, la troisième étape, qui est en faveur du Maroc, résolument en faveur du Maroc, c'est que l'option est l'option politique basée sur le réalisme et le pragmatisme. La première étape dans ce processus a commencé en 2007 avec la résolution 1754. Et la deuxième étape, la plus décisive, a commencé avec la résolution 2440 en 2018. Et à partir de là, depuis 6 ans, on a assisté à une accélération du processus de résolution du conflit en faveur du Maroc. Et ça a commencé dans un contexte géopolitique mondial complètement en faveur du Maroc. Pourquoi? Parce que ça a coïncidé en quelque sorte avec la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara. 2 ans après, en 2022, l'Espagne a pris cause et partie pour la proposition marocaine d'autonomie. Il y a un mois, la France, qui est un pays qui a joué un rôle primordial dans la genèse du conflit, a aussi s'est prononcé pour la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donc, d'un point de vue géopolitique, le conflit, pour le clarifier, a été réglé déjà depuis 1975, mais d'un point de vue légal, il a commencé à être réglé en faveur du Maroc depuis maintenant 21 ans. Malgré les manœuvres, en tout cas, bien sûr, c'est juste répétées des ennemis, on va dire, du Maroc. Donc cette proposition d'autonomie qui, rappelons-le, reste la seule solution possible pour résoudre ce conflit artificiel comme cela ne cesse d'être répété par la communauté internationale aujourd'hui. Donc on l'a compris, ce livre représente beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Comment avez-vous procédé lors de cette écriture à la collecte des données? Comment vous avez réorganisé un petit peu tous les éléments que vous aviez en main pour pouvoir nous constituer franchement, moi, je pourrais dire que je suis vraiment chanceux, d'abord, de parler 4 langues, l'espagnol, l'arabe, le français et l'anglais, de pouvoir écrire dans les 4 langues et d'avoir travaillé à l'ONU pendant 9 ans et maintenant à Washington pendant 8 ans. Donc, cette expérience de terrain, le fait d'avoir fréquenté des diplomates, des journalistes de différentes nationalités et d'avoir accès à l'ONU parce que quand j'étais à l'ONU, j'étais chargé de la 4e commission, celle chargée d'examiner la question du Sahara. Ça m'a permis d'avoir vraiment accès à des documents
d'avoir cette expertise et vraiment d'avoir cette curiosité d'aller fouiner dans les documents. Et cet ouvrage est le fruit de l'examen de milliers et de milliers de pages des procès-verbaux de l'ONU depuis 1957 jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui fait la force de cet ouvrage, car il n'est pas basé sur des écrits de seconde main, il est basé sur des sources premières. Je suis allé à la source, aux archives de l'ONU et aussi aux archives de la CIA, parce que je suis tombé sur des milliers de documents, comme par hasard, parce que je cherchais sur Internet. Et j'étais vraiment ravi, content de trouver ces documents qui m'ont aidé à renforcer davantage mon argumentaire. Et je peux dire vraiment que, Dieu merci, j'ai réussi dans mon challenge qui était toujours de vraiment démontrer d'abord, prouver la légitimité de la position marocaine, mais surtout de mettre à nu, de dénoncer la vacuité des sophismes, des allégations des adversaires du Maroc. Un challenge en tout cas aujourd'hui, relever un nombre important de données que vous avez collectées, sur lesquelles vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a un fait dont vous aimeriez nous parler, qui vous a particulièrement marqué et que vous avez écrit donc, dans cet ouvrage? Franchement, c'est un livre qui fait pratiquement 600 pages et que j'ai commencé à écrire en 2019. Il y a beaucoup de faits marquants, mais là je vous raconte juste 2 faits qui ont vraiment changé l'histoire du Sahara. En septembre 1974, un mois après que Franco avait déclaré que l'Espagne allait permettre à la population du Sahara de se prononcer par le biais d'un référendum pendant la première moitié de 1975, le roi avait demandé à l'Assemblée générale d'adopter une résolution demandant à la Cour de justice internationale d'examiner le dossier. Or, le Maroc avait besoin du vote de la majorité de l'Assemblée générale ou du soutien de la Mauritanie, qui est aussi partie prenante. Mais comme M. Mohamed Laraqi s'est rendu à Washington, à New York en octobre 1974, et s'est rendu compte que même certains pays arabes sur lesquels le Maroc comptait pour soutenir sa demande, s'étaient abstenus à cause du lobbying de l'Algérie. Donc, M. Laraqi avait une seule solution, c'était de se voir avec le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. À partir de ce moment-là, la Mauritanie, qui pendant 11 ans s'était positionnée contre le Maroc à l'Assemblée générale, s'est prononcée en faveur du Maroc et a prononcé un discours dans lequel elle a appuyé la demande de Hassan II de demander à l'Assemblée générale d'adopter une résolution demandant à la Cour de justice d'examiner le dossier. Et c'est grâce à cette décision, à cette réunion que M. Ahmed Laraqi a eue avec son homologue mauritanien, le cours de l'histoire a changé. Parce que si le Maroc n'avait pas réussi à obtenir le soutien de la Mauritanie, l'Assemblée générale aurait voté non pour la demande du Maroc et l'Espagne aurait fait ce qu'elle voulait faire. Il y avait un accord secret entre l'Espagne et l'Algérie selon lequel l'Espagne devait se retirer du Sahara et l'armée algérienne devait prendre position. Et Hassan II, grâce à cette manœuvre, alhamdoulilah, a réussi à déjouer ce complot anti-Maroc. Merci en tout cas pour toutes ces précisions et pour ce retour en histoire. C'est sur ces derniers mots que se termine avec vous cet entretien, Monsieur Samir Bennis. Je rappelle donc que vous êtes conseiller politique à Washington, cofondateur de Morocco World News, écrivain également. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.